Impact. Production, présentation, Emel Lazi. Réalisation, Aïcha Hammer. La Chine entame l'année 2017 dans un brouillard inédit, un pic de concentration nocif 20 fois supérieur aux normes internationales. Un épais smog qui continue d'envelopper le nord et le centre du pays et qui a provoqué la fermeture d'autoroutes et des perturbations au niveau des aéroports. Pic de pollution donc pour entrer de plein pied en 2017. La communauté internationale mesure aujourd'hui et en direct l'impact du changement climatique sur le quotidien des Chinois, le pays étant quasiment paralysé. L'origine de cette pollution atmosphérique est diverse. Le secteur le plus incriminé reste le transport. Le transport, premier secteur pollueur après l'industrie. Comment y faire face? Impact vous propose un éclairage avec nos invités. Monsieur Mnower Djabi, président de la commission transport au niveau de l'APN. Monsieur Tahar Msoud Nasser, enseignant expert en transport. Hicham Khatraoui, expert en pollution atmosphérique. Et professeur Fares Boubakour, docteur en économie du transport. Impact. Docteur Fares Boubakour, vous avez obtenu un doctorat en économie et des transports. Les transports dans le monde entier sont appelés à se développer, à se multiplier, voire 3 fois. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses. Beaucoup de spécialistes tirent la sonnette d'alarme en disant que le transport, s'il venait à se développer d'une manière effrénée, l'impact sur l'atmosphère, sur l'environnement sera bien plus grand. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, tout à fait. Mais en fait, vous dites le transport étant un élément très important dans le domaine de l'activité économique. Et par conséquent, on ne peut pas véritablement développer l'économie sans développer les transports à côté. Alors maintenant, comme les transports sont finalement obligatoires pour le développement économique et social, maintenant, le problème, c'est qu'on développe de plus en plus de transports dits individuels, à savoir la voiture particulière ou la moto. Pour certains pays, je dirais, dans le revenu est moindre, donc c'est la moto qui est utilisée. Alors maintenant, pour les pays intermédiaires et riches, c'est plutôt la voiture. Et c'est là le corps du problème, parce que la voiture, vous savez, elle consomme de l'essence, elle consomme un carburant qui peut être, qui en général pour le moment en tout cas carburant fossile. Et le carburant fossile lui-même dégage donc des résidus. Ces résidus-là impactent l'environnement, soit au niveau atmosphérique par des émanations de gaz qui peuvent être plus ou moins dangereux selon le gaz lui-même. Ça peut être du CO2, mais le CO2 n'est pas en soi dangereux pour la santé, mais il développe ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc la température du globe tend à monter. Mais ça développe également donc un moteur à combustion atmosphérique donc basé sur les énergies fossiles, va renvoyer dans l'atmosphère des gaz, des toxines, des particules qui peuvent être des microparticules ou des particules très très fines du niveau de nanoparticules. Et c'est là où est le danger véritablement en termes de pollution atmosphérique. Mais il y a également d'autres pollutions que dégage le véhicule ou la voiture, à savoir, je dirais, des huiles usagées, l'usage ou l'usure plutôt, pardon, donc des plaquettes de frein qui contiennent des éléments et des métaux lourds qui vont s'incruster et partir dans le sous-sol, et puis avec l'effet de pluie, donc toute cette, je dirais, tous ces produits chimiques vont être recyclés par la suite à travers les nappes phréatiques pour être consommés sous forme d'eau ou éventuellement sous forme de fruits et de légumes qui y sont alimentés, comme vous pouvez l'imaginer, à travers donc les eaux de pluie. Alors maintenant, il est vrai que le parc est en croissance, les villes sont en croissance. D'ailleurs, le problème essentiel maintenant
du développement de l'usage de la voiture partielle, c'est l'étalement urbain. Donc nous avons des villes qui sont de plus en plus grandes, étalées sur des trentaines, des quarantaines, voire plus de kilomètres. Et par conséquent, les gens auront tendance à s'installer un peu dans la périphérie, comptant sur la voiture comme étant un outil que je qualifierais de formidable de mobilité, parce que vous avez la possibilité de partir à tout moment, etc., avec une certaine vitesse qui reste plus ou moins acceptable selon le degré de congestion des villes ici et là. Mais en tout cas, comme les gens s'installent de plus en plus loin, il y a de plus en plus de déplacements. Et les déplacements se font malheureusement en voiture, donc c'est un transport dit individuel. Les solutions qui peuvent limiter un peu, maintenant pour répondre directement à votre question, limiter un peu ces problèmes de pollution atmosphérique sur laquelle vous focalisez un peu sur votre émission, c'est de développer les transports collectifs de qualité pour que les gens puissent, je dirais, délaisser plus ou moins leur voiture pour utiliser des transports collectifs, tout en moins pour les transports ou les motifs de déplacement que sont domicile-travail, domicile-université ou études. Beaucoup disent que justement le transport de service étant un service public, donc les États, les gouvernements investissent dans ce service sans qu'il y ait un retour d'investissement puisque c'est un service public. Alors comment aujourd'hui on peut réfléchir à l'élaboration, au développement de ce service-là si économiquement cela coûte? Bien, il est vrai que tout pays commence par investir dans le domaine des infrastructures, et l'infrastructure, elle est en même temps facilitatrice des activités économiques à travers le développement donc, des transports, mais en même temps c'est un appel d'air à la voiture, parce que quand vous allez solutionner un problème de congestion ou construire de nouvelles voies, vous êtes en train de dire aux gens acheter une voiture, c'est plus facile, d'une manière indirecte bien entendu. Alors, donc il y a une difficulté à trouver, je dirais, le bon compromis. Mais pour financer en fait, vous savez, les services publics de par le monde sont financés par la collectivité. La collectivité, c'est qui? C'est l'ensemble des entreprises, des individus, des personnes qui ont des richesses à travers leur emploi, leur activité économique, etc. On peut les ponctionner pour financer ces infrastructures et éventuellement les transports ou les services de transport collectif. Mais on peut également travailler sur plusieurs aspects. Alors je vous cite à titre d'exemple. Tout d'abord, une taxe est relativement élevée sur je dirais le carburant. Le carburant étant un élément très juste en matière de taxation, puisque plus on roule, plus on paye de carburant. Et vous savez, en Algérie, on a un carburant qui est un des carburants les moins chers au monde. Et par conséquent, on a une marge de manœuvre, n'est-ce pas, là-dessus pour pouvoir, je dirais, imputer et taxer les carburants, et ce retour d'argent, si vous voulez, va être réinvesti dans le domaine de transport de qualité, transport collectif de qualité, j'entends, qui sont le métro, les tramways, les BRT et d'autres formes. On peut également développer, et là ça rentre directement peut-être sur le sujet de votre émission, c'est développer des voitures qui fonctionnent à l'électricité ou des voitures hybrides qui peuvent fonctionner à la fois à l'électricité et au carburant fossile, mais également développer d'autres formes de transport individuel tels que le Vélib ou le vélo à libre-service, où les gens, quand il fait beau, dans certaines conditions, etc., ou une ville relativement plate, etc., il faudra que si on opte pour on va dire ce procédé, il faudra aussi penser aux infrastructures qui vont avec, les autoroutes, les routes, les espaces dédiés au Vélib, par exemple. Bien entendu, tout va ensemble. En fait, vous savez, on va cibler une demande qui est... Il y a des gens qui vont toujours utiliser leur voiture, quel que soit le niveau de transport collectif que vous allez offrir, ou quel que soit les services de sharing car ou covoiturage, tout ça. Et bien selon, ces gens-là vont payer un peu plus cher que les autres. Alors en termes de carburant et d'une, mais on peut également faire ce qu'on appelle une taxation urbaine. C'est-à-dire que les gens qui veulent rentrer au centre-ville avec leur voiture, maintenant avec les nouvelles technologies de communication et d'information, on peut installer des puces RFID sur les voitures, et dès que quelqu'un entre dans le centre-ville, il est taxé, et à la fin du mois, il reçoit une facture sur l'ensemble des accès qu'il a pu avoir au centre-ville. Est-ce que vous pensez en ayant une communication dans ce sens, les citoyens vont adhérer? Oui, il y a un travail de fond à faire, effectivement, pour que les citoyens, je dirais, acceptent d'ailleurs de payer, qui sont des usagers, je dirais, les premiers à être impactés par ce type de transport ou de service, je dirais.
Mais en même temps, vous savez, il y a une théorie en économie qui dit que l'offre crée la demande. En fait, si on propose ce type de service-là aux citoyens et qu'ils regardent de près que effectivement il y a des transports ou des services de transport collectif de qualité qui se mettent en place, même individuels. Là, quand je dis collectif, je fais allusion au tramway, métro, BRT, etc. et système de bus qu'il ne faut pas négliger. Il y a également des transports individuels. Je dirais le type vélo ou le type voiture sharing car, la voiture partagée, qui est en fait une voiture qu'on met à disposition comme le vélo sur des parkings ici et là répartis sur l'étendue de l'agglomération, et les gens, en fonction de leurs besoins, vont utiliser cette voiture en réservant à travers un site web une voiture. Il arrive, il a un code à introduire sur la portière et puis un badge pour prendre la voiture. Est-ce que vous ne pensez pas que ce schéma, c'est un schéma pour 2050? Parce que si on voulait appliquer cette démarche tout de suite, on est encore dans les autoroutes très étroites, des rues exiguës et une circulation qui congestionne toute la ville. Bien, moi je pense qu'effectivement, comme vous dites, il faut d'abord investir sur les transports collectifs de masse, de qualité, pour que les gens, je dirais, commencent à changer d'habitude en matière d'usage de la voiture. Parce que les Algériens, vous savez, ils utilisent leur voiture dans tous les types de déplacements. Qu'ils aillent à l'école ou au travail, ou faire une visite, ou faire des achats, c'est toujours la voiture, même s'il s'agit de quelques centaines de mètres. Parce que il n'y a pas d'alternative qui entre en transport collectif de qualité, mais en même temps, le coût d'usage de la voiture n'est pas assez élevé. Quand je dis le coût d'usage, c'est pas uniquement le coût d'achat, c'est aussi le coût du carburant, c'est aussi le coût de l'assurance. Il faudrait qu'on arrive à un niveau de coût au kilomètre, personne kilomètre, qui va faire que les gens vont arbitrer. On n'est pas en cette situation d'arbitrage, on est en dessous, parce qu'utiliser la voiture, on est toujours gagnant, même s'il y a effectivement de la congestion. Alors, maintenant, c'est toute une stratégie, il faut développer pas à pas, phase par phase, pour que, comme vous disiez si bien madame, en 2050, on pourrait arriver à deux types je dirais, de transport un peu qui soit, on a l'impression qu'il est un peu futuriste, qui est la voiture partagée en Algérie, qui n'est pas véritablement à l'ordre du jour. Mais le covoiturage, prenons le covoiturage. Vous savez, quand il y a une très très bonne campagne de communication derrière, il y a, les gens adhèrent. Le covoiturage, c'est de pouvoir, je dirais, convaincre les uns et les autres à utiliser une voiture pour aller dans la même direction. À Alger, les gens qui partent de Bab el-Oued sur Hussein Dey ou sur Louiba peuvent partir ensemble puisqu'ils habitent le même quartier, mais pour peu qu'il y ait des sites web, une communication, je dirais, des moyens pour que les gens puissent accepter cette façon de faire. Donc partant de là, moi j'ai déjà vu quelques études, d'ailleurs qu'on a menées en partie ici à Batna, sur l'acceptabilité, je dirais, du covoiturage par, n'est-ce pas, les usagers. Ben, on s'est retrouvé qu'il y a des aspects culturels qui jouent énormément, qui impactent le covoiturage pour que ça ne marche pas. Parce que certains partent effectivement le matin en voiture dans la même direction, mais au retour le soir, il dit aux collègues, il leur dit, écoutez, moi je dois passer par Belgrade, voir les copains, voir ma mère, tout à fait. Et ce qui casse le maillon de retour. Ça c'est très culturel, mais moi je disais qu'il y a une stratégie à mettre en place sur laquelle vous avez des dispositions, des activités sur lesquelles on va travailler petit à petit, soit au point infrastructure pour mettre en place, par exemple, des pistes cyclables pour le vélo, si je prends cet exemple. Si on prend le covoiturage, c'est de mettre en place des sites web, une bonne communication derrière, etc. Et vous aurez tendance, avec bien entendu, le gros morceau, c'est le transport collectif de masse, parce que quand vous avez une ville de 3-4 millions, comme c'est un peu le cas d'Alger, du Grand Alger, ce n'est pas le covoiturage ou le vélo qui va régler le problème, ça ne touche que, dans le meilleur des cas, on ne peut pas dépasser les 3-4% des déplacements quotidiens par vélo, à condition d'ailleurs que le terrain soit relativement plat et on est sur l'axe à est-ouest. Vous disiez qu'il fallait qu'on était obligé de passer par des phases successives avant d'arriver à on va dire, un projet... À une intégration. À une intégration, tout à fait. Mais la première phase, ce serait laquelle? La première phase serait, à mon sens, d'investir
sur les transports collectifs, d'élargir le réseau de transports collectifs de qualité, à savoir le métro et le tramway à Alger, si l'on prend le cas d'Alger. Mais on peut parler effectivement de Constantine, d'Oran, de Batna et de Sétif, et puis d'autres villes. Oui. Donc c'est développer un réseau, développer le réseau. Parce qu'à Alger, si on prend le cas d'Alger, où il y a la congestion la plus, la plus forte, significative, la plus forte, effectivement, c'est de développer un réseau lourd. Et quand je dis réseau, c'est une interconnexion. Ce n'est pas une station sans qu'il y ait... un réseau, il faut qu'il soit maillé. Vous voyez ce que je veux dire, madame? Oui, donc c'est comme... Voilà, donc il faudrait un réseau relativement maillé où les gens peuvent choisir les itinéraires, arbitrer et atteindre un peu l'ensemble de tout le territoire dans une première phase, et puis mettre en place tout un réseau de transport pour je dirais, comme on appelle ça déjà, la périphérie d'Alger, à travers un réseau ferré du type RER de Paris, vous voyez ce que je veux dire. Et à partir de là, vous avez des pôles d'échange à construire, je peux vous expliquer ce que c'est, des parcs relais où les gens arrivent, par exemple, je prends un exemple d'une contrée un peu lointaine autour d'Alger, il prend sa voiture, il s'arrête devant la gare, ça c'est un parc relais, où même s'il n'y a pas de gare, il y a juste un arrêt de gare, il gare sa voiture sur le parc relais, il prend le train, il arrive... à l'entrée, on n'a pas de porte d'Alger pour le moment, mais disons qu'il arrive du côté de Ain Benyen, et là, il y a le réseau de tramway ou de métro qui va le ramener directement sur Alger Centre. Donc là, c'est une construction à faire. La priorité, c'est ça. Mais en même temps, même si on a encore effectivement augmenté les coûts du carburant, il me semble qu'il y a encore là du potentiel pour effectivement ramener le coût d'utilisation de la voiture individuelle à des niveaux compétitif par rapport au transport collectif. Parce que pour le moment, la voiture reste pas chère en termes d'utilisation. Ça, c'est des priorités. Mais en même temps, il faudrait investir, il est vrai, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la communication, pour que les gens prennent conscience que polluer l'air à travers un usage excessif. On va se retrouver dans le même schéma que en ce moment, ce qui se passe en ce moment en Chine, où toute la ville est paralysée, tout le pays est paralysé, et que les solutions alternatives sont là, mais il n'en demeure pas moins que la Chine est paralysée par ce smog qui peut arriver à n'importe quel pays. Et c'est tout à fait. On a déjà, madame, à Alger, on a déjà un smog, hein, c'est assez visible de loin, vous voyez, juste un petit nuage au-dessus. Mais c'est pas encore le niveau, je dirais, atteint par d'autres, bien entendu. Vous savez, les particules fines, madame, sont extrêmement graves pour la santé. Le filtre de la voiture, même si on le change tous les 2 mois, il n'est pas en mesure de garder ou de filtrer les particules qui sont du niveau du nanoparticule, qui sont généralement très présentes dans les tunnels notamment. Ils ne sont pas arrêtés par le filtre, ils passent directement et ça s'installe directement dans les alvéoles pulmonaires. Et là, il n'y a pas de solution, madame. Donc, c'est travailler en amont. Vous savez, certaines études ont montré qu'à Pékin, comme vous venez de le dire, circuler ou marcher à pied à Pékin, ça équivaut à fumer 3 paquets de cigarettes. Donc, vous voyez que c'est énorme par jour, j'entends. Et cette forme de mobilité qui n'est pas maîtrisée va se développer forcément dans toutes les villes du monde, d'autant plus qu'il y a une urbanisation qui est indiquée, démontrée par les organisations internationales qui font que les pays, les villes plutôt, s'agrandissent de plus en plus et tout le monde deviendra citadin un jour. Il n'y aura plus personne dans les campagnes. Merci à nos invités, Monsieur Mnower Djabi, président de la commission de transport à l'APN, Monsieur Tahar Messoud Nasser, expert et enseignant en transport, Hicham Khatraoui, expert en pollution atmosphérique, et professeur Fares Boubakour, docteur en économie du transport. Vos commentaires et réflexions sur la page Facebook de l'émission. Merci à Aïcha Hammer d'avoir piloté cette émission. À vendredi prochain.